Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Quelle prise en charge de la santé mentale sur les territoires. Ce webinaire vous est proposé par la chaire Protection sociale et territoires. La chaire Protection sociale et territoires, c'est une chaire d'enseignement qui a été créée en 2020 par l'EN3S, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, et Sciences Po Lyon. Et nous accompagnons cette chaire d'enseignement en proposant des webinaires. C'est le 3e webinaire de l'année. Nous avons fait un webinaire le 9 février dernier sur l'insertion dans l'emploi, qui était animé par Benjamin Ferras. Nous avons fait un webinaire en juin sur les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui était animé par Albert Lottmann. Et nous avons l'honneur et la joie d'avoir Emmanuelle Lafou, qui est directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui va animer ce webinaire « Quelle prise en charge de la santé mentale sur les territoires ?» Et je lui laisse tout de suite la parole. Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence ce soir à notre webinaire. Je vais commencer, avant de dire quelques mots d'introduction, par présenter nos 3 intervenants dans l'ordre de la diapositive. Donc Nicolas Franck qui est psychiatre, professeur des universités à l'université Claude Bernard de Lyon et chef du pôle Centre Rive Gauche à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Nicolas Franck, vous dirigez le centre référent lyonnais en réhabilitation et en rémédiation cognitive que vous avez créé en 2011 et qui dispense des soins psychiatriques ambulatoires spécifiques destinés à favoriser le rétablissement des personnes ayant des troubles psychiques. Et on reviendra au cours du webinaire sur ces notions qui ne sont pas forcément familières à tout le monde de réhabilitation, rémédiation au cours de nos échanges. Et vous êtes en ce moment même sur les lieux du Congrès français de psychiatrie qui se tient à Lyon. Donc, merci particulièrement de votre présence dans ce contexte un peu sollicitant pour vous. En deuxième, Céline Descamps. Céline, bonsoir. Donc, vous êtes chef de projet PTSM dans le Rhône. PTSM, c'est un acronyme qui n'est pas forcément familier pour tous nos participants ce soir. Ça veut dire projet territorial en santé mentale, et on en dira un peu plus sur cet outil vraiment particulier à la santé mentale. Vous êtes directrice d'hôpital, ancienne élève de l'EHESP. Vous avez travaillé au ministère de la Santé en 2016 comme chargée de mission psychiatrie et santé mentale à la DEGOS, et vous avez contribué à ce moment-là à mettre en place la déclinaison de la loi santé mentale de 2016 en co-rédigeant une partie des instruments réglementaires, dont ceux du PTSM, dont on reparlera ce soir. Enfin, Benoît Blaès. Benoît, tu es médecin généraliste, tu as débuté ta carrière au centre de santé communautaire Place Santé à Saint-Denis dans le 93, et puis tu as cofondé, je crois il y a 2 ans maintenant, à Lyon, le centre de santé communautaire et planétaire de Bron, Le Jardin, où tu exerces maintenant. Et on peut signaler que tu es également cofondateur de l'association française Alliance Santé Planétaire. J'espère ne pas me tromper en disant que c'est un mouvement d'inspiration écologique qui considère que notre santé dépend de nos conditions et de notre environnement de vie, et qu'elle est indissociable de la santé, des écosystèmes et du monde vivant plus globalement. Voilà, merci à vous tous d'avoir accepté de participer à nos travaux ce soir. Vraiment, je vous en ai beaucoup de gratitude. Un petit mot d'introduction pour dire l'importance que revêt le sujet de la santé mentale aujourd'hui dans notre pays, comme dans d'autres pays occidentaux, avec quelques chiffres que j'ai tirés, qu'on va pouvoir afficher du rapport chargé-produit que la CNAM produit chaque année en préparation de la loi de financement de la sécurité sociale. Et vous voyez sur cette première diapositive le montant des dépenses de santé qui sont présentées un peu par grande catégorie de pathologies. Et en vert, on voit tout ce qui a trait à la santé mentale. Alors, moi-même, je ne vois pas très bien là où je suis, mais il y a les maladies psychiatriques. Et puis, vous voyez s'afficher en dessous les traitements les traitements afférents. 25 milliards d'euros qui sont dépensés. Et en dehors des hospitalisations ponctuelles qu'on voit en bas, aujourd'hui, c'est le premier champ de dépenses en France, la psychiatrie et les traitements psychotropes.
Premier champ des dépenses, avant le champ du cancer et avant le champ des maladies cardiovasculaires. Et en préparant cette soirée, j'ai été remontée dans les rapports chargés produits jusqu'en 2015, parce que des fois on a l'idée que c'est un peu récent, cette place tellement importante de la santé mentale, et en fait non, en 2015 c'était déjà le même trio de tête, avec les cancers qui étaient en 3e position, mais les traitements des cancers sont très onéreux et se développent beaucoup, donc ils sont aujourd'hui en 2e position, mais la santé mentale était déjà en 1re position, donc ce n'est pas qu'une question d'actualité, on est dans un mouvement de fond, et on voit après dans la diapo suivante le nombre de personnes qui sont traitées, et donc au total, 8 527 000 personnes sont traitées pour un trouble psychiatrique en France, donc c'est quand même conséquent, pour une dépense moyenne de 2 930 €. 5 200 000 personnes pour un trouble vasculaire et 3 400 000 pour un cancer. Donc on a l'impact des pathologies psychiatriques qui est très très devant. J'en profite pour tous les étudiants pour vous indiquer que le rapport chargé-produit est une mine d'or sur les questions de santé en général, et n'hésitez pas à aller gratter là-dedans. Donc on a quelques éléments quantitatifs, et puis après je voudrais faire un lien avec le fait que nous sommes maintenant durablement installés dans une polycrise, et les éléments de cette polycrise mettent chaque fois en avant les questions de santé mentale, que ce soit les crises environnementales avec l'éco-anxiété ou les impacts directs sur la santé, la crise sanitaire avec le Covid et les questions liées au confinement et aux anxiétés liées à la crise. Les crises internationales, migratoires, conflits, toutes contribuent à mettre la question de la santé mentale sur le devant de la place des débats, de la place des enjeux publics, en lui donnant peut-être plus de visibilité. Et je pense que c'est heureux qu'elle n'en a eu auparavant. Et c'est un sujet qui est de plus en plus débattu, ce qui nous amène, nous, décideurs publics, je pense là aux collègues de l'institution qui participent au webinaire, ou étudiants, futurs décideurs publics, à se pencher sur cette question de la santé mentale, sur sa prise en charge, sur la qualité de sa prise en charge pour aujourd'hui et pour les années à venir. La chaire nous a invités à réfléchir ce soir au sujet du rapport entre la santé mentale et le territoire. Et avec les intervenants, on a souhaité considérer le territoire comme une ressource à plusieurs titres. D'abord, une ressource relationnelle et sociale, un lieu aussi de ressources naturelles, et enfin un lieu de ressources organisationnelles pour une prise en charge de préférence coordonnée entre les professionnels des différents patients. Et vous retrouvez les 3 éléments de géographie humaine, physique et économique pour ceux qui ont fait ça à l'école, qui vont un peu articuler nos travaux ce soir. Vous pouvez vous poser toutes vos questions dans le module questions et réponses pendant tout le webinaire, et on les abordera à 2 moments particuliers où je relayerai ce que je pourrais relier de vos différentes questions. Notre engagement est de finir à 18h30 et on va démarrer du coup tout de suite avec notre première thématique. Je vais passer la parole au professeur Franck parce que je pense qu'on a un besoin de se caler entre nous déjà sur les principaux concepts, et je vais vous inviter du coup à nous donner des indications sur des précisions sur qu'est-ce qu'on entend par santé mentale et par trouble psychique. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à communiquer ce soir. Donc effectivement, je pense qu'il est très important de ne pas confondre la santé mentale avec les troubles de santé mentale. Donc nous allons réfléchir un petit peu sur ces différents concepts. Et puis après, nous irons vers les déterminants de la santé mentale en tant que santé mentale positive. Et plutôt que de considérer les déterminants des troubles, parce que ça on en parle souvent, hein, on dit toujours que c'est biopsychosocial. Là, on va considérer ce qui permet de préserver notre santé mentale, parce qu'en fait, ces déterminants sont les mêmes pour les personnes qui vont la plupart du temps bien, et les 8 millions et quelques de personnes qui vont de temps en temps moins bien, et parfois très mal pour ceux qui ont des troubles mentaux sévères. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc je vous invite à vous poser la question, tous les participants. Qu'est-ce pour vous qu'une bonne santé mentale? C'est-à-dire, quels sont les déterminants, enfin plutôt les critères pour vous que votre santé mentale est satisfaisante en ce moment? Parce que je vais bien sûr vous donner quelques indications après, mais vous allez voir que c'est assez subjectif, et je serai intéressé tout à l'heure, si vous voulez bien faire ce petit exercice, à me faire un petit retour via le chat qui pourra remonter
avec les modérateurs qui sont autour de cette table virtuelle. Donc, vous allez voir petit à petit, on va passer à la diapositive suivante entre-temps, que tout ce qui détermine la santé mentale, enfin tout ce qui caractérise plutôt la santé mentale, c'est très hétérogène, c'est propre à chacun. Alors là, j'ai bien dû faire un choix et j'ai choisi la définition de l'OMS, c'est quand même la plus intégrative et la plus consensuelle, et vous voyez qu'elle reste quand même très générale. Pour l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Chacun a un potentiel qui lui est propre, de faire face aux difficultés normales de la vie, ça c'est assez standard, de travailler avec succès, encore que ça dépend des personnes, certaines ne peuvent pas travailler et vont pouvoir avoir une santé mentale qu'elles jugent satisfaisante, nous en parlerons également. Donc travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté, ça c'est important. La communauté, c'est soit juste la personne d'à côté, soit soi-même, soit de manière plus large, les individus qui appartiennent à un groupe social. Et ça, c'est important parce que le sentiment d'utilité sociale est l'un des déterminants très nets de la santé mentale. On peut passer à la diapositive suivante, qui va vous illustrer l'hétérogénéité de ce qu'est une bonne santé mentale. Ça, c'est ce qu'on récupère comme information si on interroge les personnes sur leur propre santé mentale, et peut-être vous allez vous reconnaître dans certains de ces ronds de différentes couleurs, mais peut-être que vous apporterez d'autres éléments. En tout cas, les gens qui parlent de leur santé mentale disent en général qu'elle est positive quand ils sont capables de se projeter dans l'avenir, quand ils peuvent s'investir positivement dans une activité, alors quelle qu'elle soit, quand ils arrivent à avoir des interactions sociales qui sont satisfaisantes, soit au niveau d'un groupe social assez large, c'est le rond vert du haut, soit dans des relations plus intimes, c'est le rond rouge juste en dessous, quand ils ont une estime d'eux-mêmes qui est à peu près satisfaisante, voire très satisfaisante, c'est mieux. Quand ils sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes et que ce n'est pas quelqu'un qui les prend pour eux, y compris pour les personnes qui ont des troubles plus sévères. Et là, il est important d'avoir conscience de ça et de défendre leur capacité d'autodétermination, et nous verrons comment nous pouvons le faire avec des outils de soins de la réhabilitation psychosociale. Et vous voyez que j'ai simplement mis en dernier en bas à droite l'absence de souffrance mentale, l'absence de trouble mental. Effectivement, c'est plus difficile d'avoir une bonne santé mentale avec un trouble mental, mais ça n'est pas impossible. Et ça n'est pas parce qu'on n'a pas de trouble mental qu'on a une bonne santé mentale. Ça, je crois que ce sont deux notions qu'il faut vraiment distinguer très nettement. Et c'est important de parler de ces deux notions de cette manière-là, parce qu'associer la santé mentale aux troubles de santé mentale contribue très rapidement à une stigmatisation, à un rejet, à un déni des difficultés et finalement à un mauvais accès aux soins de ceux qui en ont besoin. Et la France, qui souffre d'un déficit de culture de la santé mentale, ça, il faudra qu'on en parle un petit peu aussi, a un déficit d'accès aux soins. Même si nous avons des moyens très conséquents qui sont consacrés à la santé mentale et à la psychiatrie, nous avons vu que c'était le premier poste de dépense pour l'assurance maladie. Quand on cumule les psychotropes, c'est les médicaments qui agissent sur le cerveau, enfin le comportement et le cerveau, et puis les consultations et tout le reste, même si c'est le premier poste de dépense, ça reste quelque chose d'hétérogène, de fragmentaire et de caché. Et malgré tout, la population est incapable de distinguer, par exemple, un psychiatre d'un psychologue, est incapable de savoir à qui s'adresser quand quelqu'un ne va pas bien. Et en général, préfère ne pas savoir que quelqu'un ne va pas bien parce que c'est encore un petit peu honteux. Donc, on a vraiment un gros travail d'information, de formation, de sensibilisation, d'éducation à la santé à faire à tous les niveaux. Et c'est quelque chose qui manque simplement dans nos écoles. Dans certains pays, la santé mentale est enseignée dès le primaire. Les facteurs d'une bonne santé mentale, pour le décrire, les déterminants d'une bonne santé mentale, qu'on va voir sur la diapositive d'après, qu'on peut d'ailleurs mettre entre-temps. Tout ça est enseigné très tôt dès le primaire, et les troubles mentaux sont enseignés dès le collège. Non, c'est pas ici, c'est à côté. Excusez-moi. Et ceci est enseigné très tôt dans certains pays, comme en Australie, où je vais d'ailleurs bientôt me rendre dans le cadre d'une mission et d'un groupe de travail. Donc, quels sont les déterminants d'une bonne santé mentale? C'est-à-dire, qu'est-ce qui conditionne le fait que la santé mentale d'une personne est satisfaisante? Une vie sociale riche, le fait d'être exposé à la nature, de pouvoir circuler librement dans un environnement naturel positif et stimulant, le fait d'avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, le fait de ne pas consommer de toxiques, le fait d'avoir une vie intime épanouie, et puis le sentiment d'utilité. On en a parlé tout à l'heure. Alors, ce sont certains des déterminants d'une bonne santé mentale. J'aurais pu vous faire le même exercice que tout à l'heure. Qu'est-ce qui décrit votre bonne santé mentale? Et ensuite, qu'est-ce qui détermine votre bonne santé mentale? Peut-être avez-vous trouvé des choses très importantes pour vous-même. N'hésitez pas à les faire remonter, parce que cette diapositive n'est nullement exhaustive.
En tout cas, ce qui est important, c'est que ces déterminants que nous avons étudiés pendant le confinement en mars et avril 2020 dans la population générale, nous avons pu, grâce à cette étude, grâce à cette enquête en population générale, et ça s'est très bien diffusé parce que les gens étaient désœuvrés, en souffrance, avaient besoin de parler, et nous avons eu 5000 réponses quand nous avons lancé l'enquête en 12 heures, 10 000 en 24 heures, 20 000 en une semaine et 30 000 en un mois. Donc ça a été vraiment l'occasion de faire un travail de santé publique tout à fait intéressant. Et ça a été aussi intéressant parce que ça a montré que ces déterminants-là étaient les mêmes chez nous tous, qui étions un peu en souffrance, avec une santé mentale qui s'était en moyenne un peu dégradée, mais c'était les mêmes chez les personnes qui ont des troubles mentaux sévères. Et les personnes qui ont une schizophrénie, qui ont un trouble bipolaire, avaient aussi besoin d'avoir des contacts sociaux. Et ce qui a protégé les personnes dans ce moment du confinement de mars-avril 2020 et début mai, c'était le fait de pouvoir soit voir quelqu'un, de ne pas être confiné seul, soit avoir des liens par le web, les réseaux sociaux, par téléphone, par SMS, et puis le fait d'avoir également un accès à un espace vert, soit un parc qui était à côté de chez soi à moins d'1 kilomètre, puisqu'effectivement la circulation était limitée, la liberté de circulation était limitée, soit accès à son propre jardin, soit accès simplement à un balcon. Et ceux qui étaient enfermés tout seuls dans un tout petit appartement, sans accès à un balcon, un jardin ou à tout ça, avaient une dégradation bien supérieure de la santé mentale, et ça était en particulier le cas des étudiants à ce moment-là, qui en plus étaient souvent éloignés de leurs parents, n'avaient aucun repère dans la ville où ils étaient actuellement, avaient perdu leur petit boulot qui était un lieu de socialisation, n'avaient plus accès à la fac ou à leur grande école qui était un lieu de socialisation, et finalement se retrouvaient dans un état de désespoir tout à fait considérable, sans perspective en termes d'enseignement, puisque l'enseignement en ligne n'avait pas toujours lieu. J'ai vu des étudiants dans mes consultations, on a monté des centres qui ont été créés un petit peu en urgence pour faire face à ça, et j'ai vu beaucoup d'étudiants qui n'avaient plus aucun cours, ou un cours par mois. C'était vraiment tout à fait terrible pour eux. Ils ne savaient pas comment leurs examens allaient se dérouler, et certains ont même arrêté leurs études, donc une perte de chance tout à fait considérable. On peut passer à la diapositive suivante. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de la santé mentale en général. Vous avez vu qu'elle se définit positivement. Vous avez vu que ce qui la détermine, ce n'est pas seulement l'absence des troubles qui sont cités sur cette diapositive que je vais vous décrire succinctement, mais des éléments simplement de contexte, d'environnement tout à fait importants. Donc, ces éléments, on les a bien caractérisés dans cette enquête. Ça a été décrit dans un livre que j'ai écrit à cette époque-là, en mars-avril 2020, qui s'appelle « Covid-19 et les stress psychologiques ». Et avec Frédéric Asbart, nous venons de publier un livre qui s'appelle « Protéger sa santé mentale après la crise », qui vient de paraître la semaine dernière, qui vous décrit l'évolution de tout ce contexte, et c'est-à-dire considérer les écrans à distance de la crise, en post-crise, considérer l'accès à la nature en post-crise, avec une vision intégrative basée sur la littérature, avec de grandes études dans différents pays du monde. Alors revenons maintenant sur les troubles psychiques, parce que bien entendu, il ne s'agit pas de nier l'importance des troubles, il ne s'agit pas de nier l'importance de la souffrance, enfin de réduire la souffrance pour ces personnes, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit de dire simplement que réduire cette souffrance est nécessaire, mais ne sera pas suffisant, et que d'autres personnes auront une santé mentale qu'elles jugeront insatisfaisante sans avoir ces troubles-là. Peut-être vous-même, sur l'écran ou derrière la caméra d'un autre côté, même sans petite vignette, avez l'impression que votre vie ne vous satisfait pas, que vous n'êtes pas très bien dans votre peau, que vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir, sans avoir un trouble caractérisé. Et ça ne relève pas de la psychiatrie, mais ça relève peut-être d'une adaptation du mode de vie, du fait de se poser certaines questions, le fait d'interagir avec des personnes qui sont proches pour se poser par rapport à une projection dans l'avenir, peut-être d'accéder à une certaine réflexion par rapport au prendre soin, par rapport à l'auto-soin. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver soit aux soins psychologiques, soit aux soins psychiatriques, qui sont nécessaires quand on a franchi des seuils qui sont dans une dégradation de la santé mentale déjà assez marquée. Et si on considère la santé mentale comme pouvant faire l'objet d'une description sous la forme d'un continuum, qu'à gauche on a une bonne santé mentale, à droite une très mauvaise santé mentale, vous avez un premier seuil entre bien-être et mal-être. Vous avez un deuxième seuil entre mal-être, troubles caractérisés. Et puis au sein des troubles caractérisés, vous avez encore un autre seuil entre les troubles courants, anxiété, dépression, et les troubles sévères, schizophrénie, troubles bipolaires, etc., etc. Donc là, je vous ai simplement mis dans ces ronds de différentes couleurs les principaux troubles psychiques, un trouble anxieux, trouble de l'humeur, dont la dépression que vous connaissez, les troubles bipolaires, les addictions qui sont souvent comorbides ou qui génèrent des troubles en elles-mêmes, les troubles du neurodéveloppement, les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychotiques qui sont souvent les plus sévères, et puis les troubles de la personnalité, dont le trouble borderline qui altère beaucoup la qualité de vie et le pronostic de vie des personnes. Eh bien, tous ces troubles répondent à un modèle vulnérabilité-stress. Je ne sais plus s'il y a une diapositive sur ça. On peut peut-être passer à la suivante. Je ne me souviens plus si je l'avais mise ou pas. Non, je ne l'ai pas mise. Alors, on peut revenir à la précédente.
Donc tous ces troubles relèvent effectivement d'une interaction entre une certaine fragilité et la rencontre avec des facteurs de stress. Et les facteurs de stress, eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est par exemple le fait d'être coupé des autres, d'être confiné par exemple, le fait d'avoir une mauvaise hygiène alimentaire, une mauvaise hygiène de sommeil, de ne pas pouvoir pratiquer une activité physique, etc. etc. Et c'est important d'exprimer les choses de la sorte, c'est-à-dire sous la forme d'un modèle vulnérabilité-stress, parce que ça laisse de l'espoir aux personnes. Ça veut dire qu'en fait, on a une certaine fragilité au départ qui peut s'exprimer ou pas en fonction de la manière dont on conduit sa vie. Et en particulier, par exemple, si on ne rencontre pas les toxiques, on a moins de risque d'entrer dans une schizophrénie. Les toxiques, je veux dire le cannabis. Si on ne rencontre pas l'alcool, on a moins de risque également de dégrader très fortement sa santé mentale. Et pour tous les produits toxiques, c'est la même chose. Donc maintenant, on raisonne beaucoup de cette manière-là, sous la forme d'un modèle vulnérabilité-stress. Et c'est ça qu'il faut communiquer à la population générale, avec la notion de faire de la prévention, de se protéger soi-même et de protéger les autres. Concernant la santé mentale, là, on a décrit les troubles. Il y a la question de la guérison. Vous parlez plus de rétablissement, vous, en fait. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez qu'effectivement, on est sur l'idée d'une certaine fragilité qui va rencontrer donc, ce qu'on appelle la vulnérabilité, qui va rencontrer des facteurs de stress. Cette fragilité, on peut en hériter. Elle peut avoir des causes génétiques. Elle peut être liée à des traumatismes précoces, à des difficultés dans le neurodéveloppement qui sont liées à différentes causes. Par exemple, une infection virale pendant la grossesse, le fait que la maman absorbe des toxiques pendant la grossesse, etc., etc. Donc, toutes ces causes-là ne créent pas la maladie en elle-même, elles créent une fragilité. Et cette fragilité, elle s'exprime ou pas. Et si elle s'exprime, bien elle peut disparaître sous l'effet du traitement, d'une meilleure hygiène de vie, etc., etc. Et ça, on l'appelle le rétablissement. Et pourquoi l'appelle-t-on le rétablissement? Parce que ça n'est pas, on peut passer à la diapositive suivante, une disparition ad integrum des difficultés, c'est plutôt l'accès à quelque chose de satisfaisant en termes de mode de vie, en termes d'expression de ses capacités. Et surtout, on parle de ça de manière plus positive pour les troubles sévères, parce que les personnes qui ont des troubles sévères ont souvent été vues comme irrémédiablement enfoncées dans la maladie, sans possibilité de s'en sortir. Quand on évoque leur maladie sous la forme d'un modèle vulnérabilité-stress, on leur laisse la possibilité, au moins, que les symptômes, que les manifestations de la maladie ne s'expriment pas. Et puis on leur laisse la possibilité, même si ces symptômes sont là de manière très solide, parce que la fragilité est très forte, de pouvoir vivre de manière plus positive avec. Et en fait, c'est le fait d'arriver à faire avec qui est plus important. Alors, le rétablissement, c'est comme la santé mentale, il y a de multiples définitions. Là, j'en ai pris une. La définition du rétablissement est propre à chaque personne qui s'est rétablie. Donc, en fait, il faut parler aux personnes qui se sont rétablies. Moi, je ne peux que me faire l'écho de ce que j'ai entendu. Et là, j'ai récupéré la définition de quelqu'un qui a eu un diagnostic de schizophrénie aux États-Unis, qui a vécu en institution pendant très longtemps, qui a été stigmatisé, qui s'est senti pas bien traité, qui a voulu changer le système de soins aux États-Unis. Elle en a rêvé alors qu'elle était hospitalisée. Personne ne la croyait. On pensait que c'était du délire. Et en réalité, elle a réussi, grâce à sa force de caractère, à son intelligence, à sa manière de se projeter dans l'avenir, à sa lucidité, finalement, à changer les choses en se formant en tant que psychologue, à devenir pionnière du mouvement des usagers. Et maintenant, c'est quelqu'un qui vraiment a une place extrêmement importante au niveau de la santé mentale dans le monde entier. Donc, elle s'appelle Patricia Digan. Elle a effectivement fait ce qu'elle avait dit, et là, elle décrit le rétablissement d'une certaine manière, qui est satisfaisante pour elle, pas forcément satisfaisante pour tout le monde, mais qui est instructive en tout cas, parce qu'elle fait le lien avec la réhabilitation psychosociale. Vous voyez ce qu'elle dit dans la deuxième partie de sa citation, que vous avez pu lire. Savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. En fait, ça, c'est ce qu'on fait en réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale, on va en parler après. Ce sont des outils d'évaluation et de soins qui sont là pour favoriser le rétablissement. On ne peut pas décider du rétablissement. La guérison, à la limite, on peut en décider quand on prescrit un antibiotique pour tuer une bactérie. C'est un modèle assez simple parce qu'on connaît la cause, on connaît donc l'éthiopathogénie, on connaît la physiopathologie de la maladie et on connaît le traitement. Et il y a une restitution ad integrum à l'issue du traitement. Pour les maladies infectieuses, ça peut être comme ça. Pour certains cancers, ça peut être comme ça. Si la chirurgie est efficace, que le cancer est limité, n'a pas diffusé partout, on peut aller vers une guérison. En psychiatrie, on est dans une intrication entre une fragilité liée à peut-être une inadaptation des réactions au niveau de différentes synapses, de la transmission synaptique, une inadaptation à gérer ses émotions, à gérer son environnement, à gérer ses relations, etc. etc. Et ça, on ne va pas pouvoir le changer complètement radicalement. La personne est comme ça et doit pouvoir faire avec finalement.
On va pouvoir lui permettre de trouver un meilleur équilibre, de pouvoir faire avec ses symptômes, mais on doit surtout lui permettre de faire avec ses capacités. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas tellement enseigné en médecine auparavant. Là, on s'est un petit peu dégagé finalement du modèle médical pour aller vers un modèle un petit peu plus intégratif, où on s'intéresse aux capacités de la personne et à la vie de la personne. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, vous voyez, le rétablissement, il y en a beaucoup de définitions, c'est noté là, c'est quelque chose qui touche à la personne en tant qu'individu, et non pas à la personne en tant que malade, et c'est souvent une reconstruction. Et vous voyez, ça dépend du point de vue de la personne sur sa situation, ça ne se réduit pas à la disparition des symptômes. Évidemment, il faut surmonter le défi des symptômes de la maladie, ça veut dire aussi renoncer à leur disparition complète et surtout renoncer à se focaliser dessus. Le fait de s'identifier complètement à ses symptômes et à sa maladie, c'est quelque chose qui est vecteur de stigmatisation. Donc ça, c'est la société qui met les personnes à part, en les jugeant comme étant appartenant à une catégorie différente, mais c'est surtout vecteur d'autostigmatisation. La personne se réduit à ses symptômes qui sont très présents, qui sont intriqués avec son fonctionnement, en fait, elle ne va pas pouvoir sortir de la sphère médicale. Et c'est très important de pouvoir accompagner la personne vers une définition beaucoup plus large d'elle-même, basée sur ses caractéristiques personnelles, plutôt que seulement sur sa maladie. Et ça, c'est vecteur de réduction de l'autostigmatisation. Donc ça fait partie des outils thérapeutiques qu'on emploie maintenant. Donc le rétablissement, c'est vraiment un processus personnel, avec des déterminants qui sont propres à chacun, qui est fait de haut et de bas. C'est pas d'un seul coup, la personne décide de se rétablir. C'est certainement pas, en tout cas, le médecin ou le professionnel de santé mentale qui dit je vais vous rétablir. Ça, c'est impossible. Mais la personne, le professionnel peut mettre la personne dans les meilleures conditions, dans les conditions les plus favorables à son rétablissement. Mais c'est elle-même qui va se déclarer rétablie, certainement pas les autres, ni sa famille, ni les professionnels de santé mentale. Et on ne peut pas être normatif, c'est pas accéder à un appartement, à un couple, à un travail. Effectivement, ça peut favoriser le rétablissement pour certaines personnes, mais c'est pas en soi un signe de rétablissement. On peut passer à la diapositive suivante. Là, vous voyez, j'ai distingué le rétablissement personnel, ça c'est ce qui est défini par la personne souffrante, c'est quand la personne le caractérise, qu'elle est sortie finalement d'une difficulté très importante et qu'elle peut se décider rétablie. Et ça, en fait, on le distingue du rétablissement clinique qui est en haut, qui était ce qu'on cherchait d'habitude en médecine. C'est-à-dire qu'on voulait aider la personne à se rétablir personnellement en diminuant l'expression de la maladie. Or, on sait bien depuis très longtemps que certaines personnes se sentent rétablies alors qu'elles ont beaucoup de symptômes, d'autres n'ont plus de symptômes, ne se sentent pas rétablies. Donc, le fait de miser sur le rétablissement clinique, en psychiatrie et dans le domaine de la santé mentale, ne suffit pas. Et si on écoute Patricia Digane et si on prend en compte ce qui se fait dans le domaine de la réhabilitation psychosociale depuis quelques années, en fait, on voit qu'il faut s'intéresser à une autre dimension qui est la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à faire face à son quotidien. Comment je surmonte les défis du quotidien, c'est ce que disait Patricia Digane. Comment finalement j'exprime mon pouvoir de décision et d'action. Et la réhabilitation psychosociale, pour y venir, cible cette dimension-là. Donc elle vient compléter la recherche du rétablissement clinique qui est insatisfaisante. Elle vient augmenter les chances de permettre à la personne d'accéder au rétablissement personnel. Mais encore une fois, elle ne peut pas le conditionner. On peut passer à la diapositive suivante. Donc ce qui est important, et ça c'est porteur, c'est vecteur d'espoir, c'est que chacun possède un potentiel de rétablissement. Chacun peut prétendre au rétablissement personnel. C'est important de l'expliquer à ces personnes qui ont les troubles les plus sévères. Et c'est important de l'expliquer même plus largement à la population, parce que le rejet et le pessimisme est encore très important. C'est ce qu'on apprenait dans nos études de médecine. On apprenait, et tous ceux qui sont médecins autour de cette table le savent, par exemple, que la schizophrénie, c'est une maladie sévère, chronique et invalidante. Si on est dans cette perspective-là, en fait, on ne laisse aucun espoir aux personnes qu'on accompagne et on les enfonce dans quelque chose dont elles ne pourront pas sortir. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en médecine, ça devait être en 1990-91, j'avais fait un remplacement d'infirmier pendant l'été entre deux stages d'externe. J'étais en chirurgie cardiaque, non, hépatique, pardon, à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, je me souviens. Et puis, à la fin de mon stage, j'avais posé des vacances et j'avais fait un mois de remplacement parce que je m'intéressais à la psychiatrie, je voulais voir ce que c'était avant d'entrer en 5e année de médecine. Et j'avais participer à ce que font tous les infirmiers, classer les traitements, s'adresser aux patients, préparer les repas, faire des activités, etc. etc. Et la première chose qu'on m'a dite, c'est, tu vois, là, il y a des personnes qui sont là, des patients qui sont là, parce qu'on les qualifiait plutôt de patients à l'époque, ils vont sortir, mais de toute façon, ils vont revenir. En fait, ils s'en sortent jamais. Pour eux, c'est impossible, ils reviennent toujours.
Et cette vision pessimiste, c'est quelque chose qui pèse énormément, elle était congruente, cette vision, à ce que j'avais appris en cours. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre que c'était faux et que des personnes, en réalité, beaucoup de personnes avec des troubles aussi sévères pouvaient s'en sortir. Mais ça nécessitait un certain parcours pour moi, je vous en prie. Est-ce que c'est juste de dire, au travers de votre intervention, est-ce que je comprends comme il faut, si on dit qu'il y a un modèle social qui peut être favorable à la santé mentale et aussi favorable au rétablissement, de même on peut avoir des modèles sociaux qui sont défavorables à la santé mentale et au rétablissement. Donc il y a vraiment une question de modèle de société derrière. Bah, il y a le modèle de société, il y a aussi la façon dont la personne se perçoit elle-même. C'est aussi beaucoup ça, dont la personne est capable de se définir, est capable de repérer ses capacités, est capable de définir des projets qui vont la satisfaire, qui sont en harmonie avec ses capacités, est capable de se saisir d'outils de soins qui vont renforcer ses capacités, qu'on citera après. Donc il y a effectivement la société, mais il y a aussi ce que la personne fait de ses difficultés, de sa fragilité et des mains qu'on lui tend. En fait, il y a les deux. Ça ne peut pas être que la société qui protège ou qui génère les troubles. Ce serait faux si on disait ça comme ça. On peut passer à la diapositive suivante. Donc après, on peut aussi interroger les personnes sur ce qui leur ont permis de se rétablir. Alors, il y a nous, les conditions favorables qu'on va générer en tant que professionnels de santé et de santé mentale. Donc, ça veut dire identifier les capacités, permettre aux personnes d'identifier leurs capacités, permettre aux personnes de renforcer ces capacités grâce aux outils de soins de la réhabilitation psychosociale. Mais ça favorise, ça ne suffit pas. Il y a des choses qui sont aussi propres au hasard de la vie, aux phénomènes sociaux, ce que vous venez de citer, hein, c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que c'est insuffisant. Mais une société qui regarde positivement les personnes qui sont en souffrance, qui sont fragiles, qui ont des limitations, une société qui leur permet de se projeter dans l'avenir, d'avoir de l'espoir, une société qui est inclusive, qui leur laisse une place qui est appropriée, qui leur demande pas trop par rapport à ce qu'elles sont capables de faire, qui les laisse au contraire exprimer des capacités qui parfois sont très importantes, mais laissées au second plan, parce que très souvent on préfère voir les difficultés et les limitations que les capacités. Une société qui serait capable de faire ça, effectivement, ce serait plus favorable au rétablissement. Mais ça suffirait pas forcément. Il faut aussi que la personne soit capable de se saisir de ses propres capacités, de les identifier et de les renforcer. Donc ça, c'est la question de pouvoir de décision et d'action. Là, je l'ai mis en anglais parce que c'est plus court, empowerment. Tout à l'heure, j'ai vu une présentation au Congrès français de psychiatrie que vous citiez, où c'était transformé en empouvoirment. Je pense que c'est au Canada qu'ils ont pas pris ce mot en anglais, c'est empouvoirment, mais bon, en pratique, on dit souvent empowerment ou pouvoir de décision et d'action, mais ça ne tient pas dans le rond, c'est pour ça que j'ai mis comme ça. Donc les personnes qui se rétablissent, elles le disent, c'est parce que j'ai restauré mes capacités à décider, que je me suis rétabli, c'est parce que j'ai restauré mon identité sociale, éventuellement, c'est parce que j'ai retrouvé l'espoir, c'est parce que je me suis fixé des objectifs, j'ai retrouvé une place sociale par le travail, mais pas forcément, ça peut être du bénévolat, ça peut être le fait d'aider quelqu'un, ça peut être le fait d'accéder à une certaine activité. Enfin, tout ça est propre à la personne. En tout cas, ça veut dire qu'il faut permettre à la personne de se poser cette question et de définir ce qui va lui permettre de se rétablir. Et ça, c'est pas facile avec des personnes en souffrance, bien évidemment. Mais le fait de se poser et de les engager dans un processus de réflexion autour de ça est favorable à leur rétablissement. On peut passer à la diapositive d'après. On s'est arrêté là pour l'instant parce qu'on reviendra sur les questions de réhabilitation dans la dernière partie. Et merci beaucoup, on revient vers vous tout à l'heure. Je vais me tourner du coup vers Benoît Blaès. Donc Benoît, on disait tout à l'heure que tu as fondé Le Jardin, qui est un centre de santé communautaire et planétaire à Bron. Tu vas nous expliquer, je pense, ce qu'il y a derrière ces termes un peu intrigants. Et il y a deux dimensions qui nous intéressent, je pense, particulièrement dans ton expérience. C'est la place que vous donnez à la nature dans votre approche et aussi le fait que vous travaillez dans les mêmes locaux qu'un CMP et pas seulement dans les mêmes locaux. En fait, vous avez mis en place des liens professionnels entre le CMP et le centre de santé qui sont dans le même bâtiment. Et je pense que pour nous, ça peut être riche d'enseignements. Donc, je t'invite peut-être juste à nous présenter vos intentions et comment ça se passe, cette expérience aujourd'hui. On ne t'entend pas, enfin moi je ne t'entends pas. Un petit sujet de son. Oui, c'est bon. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et tous. Donc le centre de santé Le Jardin, c'est un centre principalement de médecine générale.
qui est à Bron, donc pas très loin. Et nous, on se réclame de deux approches, une qui est l'approche de santé communautaire, l'autre qui est l'approche de santé planétaire. La santé communautaire, bah, c'est très simple, c'est de dire, en fait, il faut partir des besoins du terrain, des besoins d'une communauté, pour tenir compte des déterminants spécifiques de santé de ces populations, des obstacles à la santé que rencontrent les personnes, des inégalités sociales de santé sur le territoire, et construire avec les personnes concernées des réponses adaptées pour leur permettre d'avoir accès à la santé, de gagner en autonomie, en compétences en santé, etc. Et donc, bah, ça implique aussi de leur donner une place dans la réflexion, dans l'élaboration des ressources, etc. Et puis la santé planétaire, tu l'as un peu présenté tout à l'heure, Emmanuel, mais en gros, l'idée, c'est de dire que, évidemment, les changements climatiques, les changements environnementaux, les polluants, etc., ont un effet qui est très bien documenté maintenant sur la santé physique et psychique. Et puis, réciproquement, en fait, les activités humaines, notamment les activités de soins, ont aussi un impact sur l'environnement et sur les polluants. Et du coup, la santé planétaire, bah, c'est d'essayer d'articuler ces deux dimensions, c'est comment mieux documenter les liens entre ces différentes choses, et puis réfléchir à des pratiques de soins qui soient soutenables et qui ne viennent pas aggraver en fait des déterminants négatifs de la santé. Et donc, nous, on a ouvert maintenant il y a un peu plus d'1 an. Oui, tu avais dit presque. Et donc, la spécificité un peu de notre activité, c'est qu'on ne propose pas que des consultations. Les consultations, c'est une part de notre activité, mais on a aussi tout un volet de médiation en santé avec des médiatrices en santé, où le but du jeu, c'est que on a affaire notamment à des personnes qui peuvent être éloignées des soins ou qui rencontrent des obstacles financiers ou des obstacles linguistiques, etc., pour accéder aux soins de qualité. Et donc, le travail de la médiation en santé, eh bien, c'est d'accompagner les personnes dans tout leur parcours de soins pour lever ces obstacles-là, en ouvrant les droits à la santé, en les aidant à apprendre et à planifier des rendez-vous, en les accompagnant parfois, en explicitant des éléments médicaux qui ne sont pas compris, etc. Et puis, on a tout un volet, évidemment, sur l'éducation thérapeutique avec une infirmière de prévention pour l'accompagnement des pathologies chroniques, l'autonomisation des personnes, etc. Et puis, à côté de ce soin qui est un peu le soin individuel, on a pas mal de soins collectifs qui passent par différents types de soins collectifs. Il y a des activités, et ça fait un peu écho finalement à ce que disait professeur Franck sur les ressources pour être en bonne santé mentale. On a des activités qui sont plutôt axées sur le lien social, avec des cafés santé, des balades, des temps de convivialité au jardin, où là récemment on a fêté les 1 an, donc voilà, on partageait à manger, on faisait des petits jeux. On a des ateliers qui sont plus axés sur l'empowerment avec des sujets autour de la santé, de promotion de santé, donc mieux comprendre le diabète, l'hypertension, les dépistages, les violences faites aux femmes, enfin des trucs un peu thématiques qui ressortent dans les consultations ou qui ressortent dans les accompagnements de notre médiatrice pour amener du contenu aux personnes qui en sont demandeuses et aussi valoriser les compétences qu'elles ont déjà sur le sujet. Et puis, on a des soins plus spécifiques, du soin collectif, des ateliers vraiment sur des troubles spécifiques orientés par des membres de l'équipe. Et donc, on a construit ces ateliers, c'est plutôt sur des outils de thérapie cognitivo-comportementale, notamment pour répondre à des situations de soins qui sont souvent des impasses en médecine générale, des impasses vécues par le professionnel ou des impasses vécues par les personnes, comme les troubles chroniques du sommeil, où les prescriptions médicamenteuses sont de mauvaises, de mauvaises prises en charge qui exposent à un certain risque et qui malheureusement ne permettent pas forcément d'amender les troubles, ou les syndromes douloureux persistants, ou encore les troubles dépressifs, pour lesquels une grande partie sont pris en charge en médecine générale. Et pour dire un mot là par exemple sur une collaboration qu'on a avec le CMP, eh bien là par exemple l'atelier sommeil, là, dès qu'on est arrivé, c'est le premier qu'on a lancé, et tout de suite on a eu la volonté de le coporter. Et du coup, maintenant, il est systématiquement animé par une personne du jardin et une personne du CMP. Et ce sont les patients viennent à la fois du jardin et du CMP, donc issus du soin primaire de médecine générale et issus de la file active du CMP. On a fait ça un petit peu donc sur l'atelier douleur, on l'a plus porté un peu de notre côté avec notre casquette. Et là, l'atelier dépression,
Celui-là, on le co-porte pas encore avec le CMP, mais par contre, on l'a co-construit et on va le porter avec une médiatrice pair en santé mentale de l'association Esper, qui intervient notamment sur le Vinatier et dans d'autres endroits de la métropole. Et plus spécifiquement sur le lien avec le CMP, comment ça se fait que vous soyez retrouvés ensemble et quel lien du coup ça permet de faire entre prise en charge psychiatrique et puis prise en charge en médecine générale ou Alors, on s'est retrouvés ensemble par un heureux hasard. Nous, on cherchait des locaux, parce que du coup, c'est un centre de santé associatif en autogestion, c'est pas porté par une commune ou une institution. Et on avait des difficultés à trouver des loyers abordables par rapport aux spécificités de notre projet, qui fait que c'est pas très rentable comme projet. Et du coup, on avait évidemment des moyens financiers assez limités. Et il se trouve que de leur côté, le Vinatier, c'est aussi quelque chose qui est identifié de longue date, la difficulté à créer des passerelles entre les usagers du système de psychiatrie et la médecine générale, avec, on le sait, une espérance de vie qui est très diminuée pour les personnes qui présentent des troubles psychiques sévères, pour plein de raisons, toutes des raisons comportementales, les consommations de tabac, d'alcool, etc., peut-être l'effet des médicaments, et puis beaucoup de renoncement aux soins, de discrimination en santé, d'obstacles à la santé qui ne sont pas pris en compte. Et du coup, l'idée de se mettre ensemble, c'était de dire, OK, peut-être que à la fois en étant dans une même unité de lieu et d'espace, et dans une continuité de l'équipe professionnelle, parce que du coup, on se connaît, on se voit, voilà, les gens fréquentent les mêmes espaces, la salle d'attente est commune, eh bien, on va pouvoir participer à lever certains de ces obstacles. Et puis ensuite, il y a un peu notre approche spécifique à nous, voilà, d'être dans une démarche de santé globale. Et puis en fait, en médecine générale, on n'utilise pas le terme de rétablissement, c'est vrai que c'est un terme qui est plutôt utilisé en psychiatrie, mais en fait, notre approche, c'est l'approche de rétablissement, c'est-à-dire que nous, on pense notre rôle comme le fait d'accompagner les personnes dans leur démarche de santé et dans leurs besoins spécifiques. Et donc, voilà, il y a une continuité, en fait, de la démarche de prise en charge en santé mentale et en santé globale, qui fait que les personnes qui nous sont adressées, elles s'y retrouvent assez facilement. Et puis, comme on partage aussi le lieu, on partage des espaces de réunion, on partage des espaces conviviaux, on mange ensemble parfois. Quand c'est l'été, on partage le jardin ensemble. Et puis, on a aussi des temps de coordination formels, des réunions de concertation pluridisciplinaires avec le CMP et l'équipe du jardin pour échanger autour des situations qu'on a en commun. Et donc, tout ça, ça fait qu'il y a une culture professionnelle commune qui se développe et que les usagers, très rapidement, identifient que c'est un lieu ressource pour toutes leurs questions de santé et que c'est plus quelque chose de cloisonné, en fait, quels que soient leurs besoins de santé, ils savent que c'est un espace dans lequel ils peuvent venir. Et vous avez utilisé aussi, ça s'appelle le jardin, donc c'est pas anodin. Vous avez utilisé la nature, donc vraiment le territoire immédiat, palpable autour de nous, comme une ressource aussi pour la santé de vos patients. Quelle forme ça prend? Quel retour tu as finalement sur cette intention que vous aviez? À un moment donné, tu m'avais dit que vous vouliez aussi prescrire de la nature, peut-être, ou réfléchir à en prescrire. Oui. Alors, ça s'appelle le jardin parce qu'on a un petit jardin qui est pas très grand pour l'instant et qui est un peu en friche, qu'on a récupéré, qui est là en fait, c'est sur le terrain là, du CMP juste devant. Et donc, on a commencé à le penser, cet espace, parce qu'on veut que ce soit un espace un peu de participation, un espace de relaxation, un espace d'attente et aussi un espace thérapeutique. Et du coup, on a été accompagné là pour l'instant cette année sur la conception de cet espace aux usages multiples sur ce jardin de soins par une association qui s'appelle Passe Jardin. Et donc, on a associé des usagers, des habitantes, des collègues du CMP, des collègues du jardin pour réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait faire dans ce jardin, comment on voulait l'aménager avec différents espaces, des espaces potagers, des espaces convivialité, des espaces d'activité. Et donc, on a pu aussi depuis animer un petit peu tous les mois, on fait un atelier au jardin pour planter 2-3 trucs, discuter, se mettre un peu dans la nature, réfléchir à où est-ce qu'on va aménager les choses ou construire. Là, on avait construit là, il y a quelques mois des bacs avec des palettes récupérées pour mettre un peu à hauteur des personnes à mobilité réduite, par exemple, de façon à aussi que ce soit un espace d'inclusion, ce jardin. Et puis après, il y a tout le reste de la nature sur le territoire, donc à Bron.
il n'y a pas énormément d'espaces verts en proximité immédiate du centre, mais en fait, en marchant, voilà, à partir de 10 minutes de marche. Vinatier, pas loin. Oui, alors, on n'a pas encore réussi à négocier le Vinatier l'accès à leurs espaces verts, mais un jour peut-être, nous espérons. Mais par Ça contre, devrait pouvoir se faire, ça devrait pouvoir se ça faire. devrait pouvoir se faire. Ok, bah, ce serait chouette. Il y a quand même, en fait, il y a quand même des espaces verts. Le Fort de Bron, il y a le parc de Paris qui est un petit peu plus loin, il y a le parc près des Essarts. Et donc, en fait, on a essayé de s'approprier un peu ces choses-là, de savoir quels usages les gens ils en faisaient de ces espaces. Et on organise aussi tous les mois, toutes les 2 semaines d'ailleurs, des balades avec les personnes où on essaye généralement d'aller explorer un petit peu ces espaces-là juste pour discuter, balader, mais aussi pouvoir être en nature, pouvoir commenter sur voilà, qu'est-ce que ça nous fait d'être en nature. Et puis tu parlais aussi, oui, parce que les bienfaits de la nature, en fait, ils sont documentés. En fait, on a maintenant pas mal de données à la fois sur la santé physique et la santé psychique. Donc on sait que c'est plutôt pas mal de s'exposer à la nature. Et c'était dans les facteurs aussi là, que Nicolas montrait tout à l'heure. Et donc, il y a un projet de prescription de nature. C'est un projet de recherche là, qui a été financé, qui s'appelle le projet NAFEA, qui va débuter là en fin d'année, où l'idée c'est, OK, on sait que c'est bon pour la santé d'être exposé à la nature, mais concrètement, quand on habite sur le territoire de Bron et qu'on vient au centre de santé, de quelle façon les équipes de ce centre de santé peuvent accompagner vers des contacts pertinents avec la nature, des contacts qui font du bien, qui sont adaptés au territoire et aux espaces qui sont proposés, et quelles sont les modalités qui vont faciliter ce passage-là. Est-ce que c'est d'organiser des balades sensibles? Est-ce que c'est de créer un guide avec des éléments à aller chercher? Est-ce que c'est faire une journée de randonnée en nature? Est-ce que c'est juste donner des informations, etc. Il y a plein de modalités. Et ça, c'est une recherche qui va commencer et que c'est une recherche participative, c'est-à-dire qu'on va associer les professionnels, les usagers du centre et les chercheurs pour concevoir les interventions, les mettre en œuvre et les évaluer. Merci Benoît de cette présentation. J'ai l'impression que vous vouliez réagir, Nicolas Franck. Moi, je suis complètement d'accord. Je trouve ça super bien. Hein, bravo. Non, moi, je suis très envieux aussi d'avoir un CMP avec des généralistes juste à côté, parce que nous, on n'a pas de place pour accueillir des généralistes. Mais dans l'absolu, si on avait, moi, je rêverais de ça, parce que ça favorise vraiment les interactions. On est obligé de se voir à distance. Ils viennent, on y va. C'est beaucoup moins pratique. Et des actions comme ça, c'est tout à fait exemplaire. Non, il y a plein de travaux qui montrent qu'effectivement, l'exposition à la nature dans l'enfance et même à l'âge adulte est très bénéfique. Ça, c'est déjà montré scientifiquement largement. C'est aussi l'exposition aux chants d'oiseaux, simplement la variété des chants d'oiseaux. Il y a énormément de travaux scientifiques qui montrent ça. Donc la santé mentale, c'est pas juste quelque chose de froid avec un taux de neurotransmetteurs dans la synapse et tout. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que la synapse, c'est pas la cause de la maladie, c'est juste un élément parmi d'autres. Et ce qui se passe dans la synapse, c'est aussi déterminé par toutes nos perceptions, nos ressentis. Hein. C'est simplement un marqueur à un niveau intermédiaire. Il faut pas ça le sacraliser. En tout cas, imaginer que c'est la cause, ce serait complètement faux. Donc, il y a plein de manières d'agir sur un système extrêmement complexe, et le fait d'être dans quelque chose qui favorise le bien-être, c'est évidemment très, très positif. Donc ça, on y croit beaucoup, et autant utiliser les espaces verts tels qu'ils existent. Alors moi, le Vinatier, je trouve que c'est bien s'il s'ouvre. Hein. Je pense que c'est un bel espace, évidemment. Moi, ce qui m'ennuie plus, c'est quand les gens sont enfermés dedans. Évidemment, ça, on le combat, parce que ça, c'est mauvais pour la santé mentale. Mais si c'est un espace ouvert, positif, avec un bon traitement, c'est un élément très positif. Donc, je suis tout à fait pour que des gens viennent de l'extérieur, dans la mesure où ils n'introduisent pas de drogue au sein de l'établissement pour altérer la santé mentale des autres. Mais là, ce ne sera pas le cas, puisqu'ils sont accompagnés. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Donc, on peut tout à fait fixer un objectif, vous recevoir. Une fois, j'étais avec Céline Descamps et j'assistais à quelque chose de magique. C'était le matin à 9 h, elle était avec Anne Dante et on a vu une grosse chouette entourée de corbeaux passer, escortée par des corbeaux. Et ça fait du bien. Vous voyez, moi, ma santé mentale a été améliorée pendant une semaine grâce à ça. Je me suis dit, voilà, ça c'est impressionnant. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne savais pas que les corbeaux étaient sous la chefferie d'une chouette. J'ai découvert au Vinatier. Donc, vous voyez, il y a des belles choses qui se passent, et autant que les personnes en profitent qui viennent de l'extérieur.
Si c'est un lieu ouvert, très, très bien comme ça. Il faut juste construire un petit projet. C'est rien du tout. Alors après, donc, vous l'avez dit, puis je faisais allusion à l'instant, c'est mieux si on a des éléments qui montrent que telle modalité est efficace. Donc il faut un peu de formalisation scientifique, parce que sinon on ne nous croit pas, on croit qu'on est dans une dérive de je ne sais pas quelle nature, ce qui n'est pas le cas. On a des travaux scientifiques généraux, mais il faut des travaux spécifiques sur ce qu'on fait, avec des indicateurs, et sinon on n'est juste pas crédible. Et puis alors, par rapport à la santé mentale ou à la santé en général, je voulais réagir. C'est simplement une vieille étude, je ne me souviens plus de l'auteur, mais il avait publié ça dans une revue prestigieuse, je crois que c'était Nature, il y a 40 ou 50 ans, où des opérés étaient placés soit face à un mur dans une chambre normale, soit face à une fenêtre avec un arbre derrière. C'était après une opération sur la vésicule biliaire, et ceux qui étaient face à l'arbre récupéraient plus vite. Donc, santé du corps, santé de l'esprit, ça va ensemble, et cette expérience, elle est assez belle. Il y a plein de choses très intéressantes de cette nature-là, j'allais dire, et qu'on a résumé avec Frédéric Asbart dans le livre dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça a été assez plaisant pour nous de faire cette revue de littérature. On avait ça de positif du côté de la nature, et on avait le contraire du côté des écrans, avec plutôt des alertes dans tous les sens. Et c'est vrai que les écrans, c'est quelque chose de stressant pour plein de raisons, mais je ne veux pas vous déprimer, donc je ne vais pas parler de ça maintenant. On va plutôt continuer la soirée. Ok, je m'étais engagée à relayer les questions. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes les relayer, je m'en excuse. Mais il y en a une autour du programme des 1000 jours. Est-ce que le programme des 1000 jours est susceptible de conduire à une amélioration de la santé mentale dans la population? Je ne sais pas qui souhaite intervenir là-dessus. Je ne sais pas, Céline veut le dire ou je sais pas. Allez, Céline. Alors, je peux avancer et puis vous compléterez, Nicolas ou Benoît. Oui, parce qu'en fait, on sait à quel point, et c'est aussi démontré scientifiquement, hein, cette période des 1000 jours qui commence en fait à la conception de l'enfant est déterminante dans la construction de facteurs favorables à la santé mentale, ou au contraire l'emmagasinement d'éléments qui vont potentiellement conduire à l'expression de troubles psychiques plus tard. Donc c'est vraiment une période, une fenêtre totalement cruciale pour apporter à l'enfant et à sa famille tout ce qui leur permettront de construire une bonne santé mentale et d'éviter de développer des pathologies psychiques. Donc ça veut dire effectivement réduire toutes les expositions qui peuvent potentiellement amener à accroître des facteurs de risque de pathologie mentale. Nicolas, vous en citiez quelques-uns tout à l'heure, tout ce qui est effectivement exposition à des virus, exposition à des polluants, et on n'en est encore qu'au début de la connaissance de l'ensemble des polluants et des expositions environnementales qui peuvent contribuer à des pathologies psychiques. Donc il y a vraiment des mécanismes de protection à mettre en place pendant cette période vis-à-vis de cela. Il y a aussi toute la lutte contre les maltraitances, que ce soit les maltraitances actives ou bien les phénomènes de négligence, dont on parle beaucoup ces derniers temps, et il y a une prise de conscience vraiment collective et au niveau des politiques publiques de l'importance de lutter contre les violences faites aux enfants. Dès le plus jeune âge, puisque on sait que les traumatismes subis pendant cette période-là ont des conséquences à long terme extrêmement, tout cela a fait l'objet d'études très, très, très robustes, et les conséquences sur le long terme sont extrêmement vastes, multiples et très sévères, à la fois sur la santé psychique et sur la santé physique. Donc ça doit être une priorité de santé publique absolue. Et je voyais qu'il y avait aussi une question dans le chat sur les compétences psychosociales. Et les 1000 premiers jours, ça va quasiment jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et c'est vrai que l'acquisition des compétences psychosociales, alors c'est pas quelque chose d'inné, les compétences psychosociales, très souvent il faut accompagner les enfants à leur apprentissage, donc c'est comment savoir demander de l'aide, savoir repérer une difficulté, développer des sentiments d'empathie envers les autres. Et tout ça aussi, ça devrait faire l'objet de politiques publiques structurées et
été déployés de manière effective sur le territoire, parce que parfois, malheureusement, on a des politiques publiques qui sont énoncées au niveau national, au niveau régional, qui ne sont pas déployées effectivement sur chacun des territoires. Donc voilà, ça doit faire l'objet effectivement d'une attention et une priorité soutenue dans les politiques de santé mentale. Je ne peux que souscrire à ce que Céline vient de dire. Là, juste avant de vous rejoindre, en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, j'étais à une session sur le trouble borderline et on voyait l'importance des traumatismes précoces dans la genèse de ces troubles-là, entre autres, avec des chiffres tout à fait explicites. Alors, je vais réagir sur d'autres éléments du chat. Je vois quelqu'un pose la question, n'est-ce pas insatisfaisant de dire qu'on ne peut pas guérir, mais seulement se rétablir ? Non, en réalité, c'est beaucoup plus satisfaisant parce que c'est plus réaliste. Les personnes qui ont des troubles sévères, souvent, se rendaient compte petit à petit ou plus rapidement même parfois qu'elles ne guérissaient pas, que tout ne pouvait pas redevenir comme avant et étaient extrêmement pessimistes par rapport à leur avenir tant qu'elles étaient dans cette constatation. Le fait d'apporter la notion de rétablissement a permis de restaurer l'espoir. Donc, c'est vraiment le contraire. C'est porteur d'espoir, le rétablissement. Le fait d'imaginer quelque chose qui est un peu irréaliste, du fait de la fragilité intrinsèque, et puis aussi des facteurs de société, dont les toxiques qui sont un petit peu partout autour de ces personnes et autour de nous, entretenaient le désespoir. Donc la notion de rétablissement, elle va avec l'espoir. Alors comment on finance ça? Un centre de santé, je ne vais pas parler, Benoît pourra réagir après. En tout cas, du côté de la psychiatrie, nous, on est au budget global. Donc on finance ça sur nos ressources, ça nous est confié par l'ARS, c'est de l'argent qui remonte par les cotisations sociales, qui va au ministère, et puis après il y a une division en fonction du nombre d'établissements, et c'est populationnel, puis il y a d'autres critères. Je ne vais pas vous détailler le financement de la psychiatrie, mais en tout cas les personnes ne déboursent rien, nous on nous donne des moyens, on a une population en face, et on déploie les meilleurs outils de soins pour soigner cette population, pour vous simplifier l'explication. Benoît, tu veux peut-être dire un mot? Enfin, on pourrait faire toute une soirée sur le centre de santé et les questions de financement parce que c'est un sujet compliqué quand même, mais peut-être tu peux nous dire 2 mots sur la façon dont vous arrivez à faire face à ce sujet difficile parce que vous avez des temps de consultation longs et du coup, ça impacte vos recettes. Oui, on a un modèle économique qui est assez compliqué et assez fragile surtout. C'est qu'effectivement, déjà les consultations individuelles, en fait, on n'est pas très rentable parce qu'on a choisi de faire des consultations de 30 minutes parce qu'on pense que c'est le temps qui est nécessaire pour faire du soin de qualité. Et puis toutes les activités collectives qu'on organise, elles sont effectivement pas financées dans le cadre du financement à l'activité, à l'acte, parce que du coup, en médecine de ville, on est financé de cette façon-là. Et du coup, c'est des montages financiers complexes. On court après des appels à projets pour essayer de faire s'équilibrer les budgets, mais on n'en est pas sorti. Et effectivement, nous, un de nos enjeux, on va dire stratégiques et politiques, c'est qu'en fait, on aurait besoin en fait d'un système de financement de la santé qui soit aussi un financement qui favorise l'approche globale et qui favorise en fait ce type d'activité et de soins voilà, plus général. Ça interroge de toute façon, c'est une interrogation un peu plus globale sur la pertinence aujourd'hui de financer des activités à l'acte en premier recours. C'est quand même une question qu'on a et qu'on porte. Ok, je vous propose qu'on s'oriente maintenant vers notre dernière partie pour respecter le timing. Il nous reste 30 minutes et là on veut parler maintenant du territoire comme lieu d'organisation la plus pertinente possible des soins. Je vais donner la parole en premier à Céline Descamps pour que vous nous parliez peut-être déjà un peu de qui sont les acteurs du soin en santé mentale. Souvent, on a une vision très restrictive. Il y a cet hôpital emblématique de santé mentale, c'est Sainte-Anne-à-Paris, c'est le Vinat à Lyon, il y a les psychiatres, et puis, et quoi? Et en fait, c'est une galaxie beaucoup plus importante d'intervenants en santé mentale. Oui, alors c'est une question effectivement importante, parce que, comme vous le disiez, quand on pense à la santé mentale, un peu spontanément, on a tendance à penser aux acteurs du soin. Et encore plus particulièrement, parmi ces acteurs du soin, on a tendance à penser à la psychiatrie. Alors, je vais lever tout équivoque, évidemment, dès lors qu'on a affaire à des pathologies psychiques caractérisées, avoir sur un territoire des acteurs de la psychiatrie, d'une part bien formés, d'autre part en nombre suffisant, c'est extrêmement important.
Et on le sait, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas toujours toutes les ressources que nous souhaiterions sur le territoire. Ceci étant dit, et vous l'aurez sûrement compris des interventions précédentes, d'une part, quand on parle de santé mentale, on parle d'une notion qui déborde très très largement la psychiatrie, hein, qui est une spécialité médicale, hein, qui traite les pathologies psychiques. Et d'autre part, en réalité, dès lors qu'on parle de santé mentale, et même dès lors qu'on parle du champ de compétences intrinsèque de la psychiatrie toute seule ne peut pas grand-chose. Alors, ça a l'air un petit peu provocateur dit comme ça, mais lorsque vous réfléchissez à ce qui vous a été dit notamment par Nicolas Franck, à savoir que l'objectif des politiques de santé mentale aujourd'hui en France, c'est d'avoir des parcours qui permettent aux personnes de cheminer vers leur rétablissement, donc de cheminer vers une vie épanouie, socialement intégrée et productive pour soi-même et pour les autres, eh bien, on ne peut absolument pas se limiter à des réponses qui soient des réponses de soins, et encore moins des réponses de soins uniquement hospitalières. Et dès lors, les acteurs qui vont être extrêmement importants sur les territoires pour contribuer à ces parcours de santé mentale, eh ben, ça va être tous les acteurs qui participent à l'inclusion sociale. Et ces acteurs, ils sont extrêmement nombreux, hein. On peut citer les acteurs du monde du logement, tous les acteurs du soutien social, les acteurs de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'insertion, de l'accès aux loisirs, que ces acteurs soient spécialisés ou non. Parce que vous le savez certainement, en France, on a un système un peu particulier avec des acteurs qu'on appelle médico-sociaux, qui sont spécialisés, qui ont une mission particulière en direction des personnes qui sont en situation de handicap. Et ces acteurs, ils vont contribuer de manière extrêmement importante au parcours de santé mentale, puisque malheureusement, les pathologies psychiques peuvent provoquer du handicap, hein, qu'on appellera un handicap psychique. Mais c'est aussi tous les acteurs, en fait, qui sont les acteurs du droit commun. Par exemple, Pôle emploi, les CCAS, les maisons des jeunes, de la jeunesse et de la culture, qui sont les acteurs, voilà, que nous tous pouvons solliciter en fonction de nos besoins. Et on a besoin de l'ensemble de ces acteurs pour construire des parcours inclusifs. Alors évidemment, on ne peut pas parler de rétablissement et d'empowerment sans considérer que parmi les acteurs principaux qui doivent avoir droit, voix au chapitre en santé mentale, eh ben, il doit y avoir les usagers des services de santé mentale eux-mêmes, alors qu'on appelle volontiers en santé mentale personnes concernées, hein, elle s'appelle elle-même, hein, personnes concernées. C'est un choix hein, que nous respectons. Et ça, c'est vraiment une petite révolution en marche parce que Nicolas Franck hein, vous a décrit un petit peu toute la présomption d'incapacité qui a longtemps pesé hein, sur les personnes concernées par un trouble de santé mentale. Donc, ce n'était pas du tout habituel de considérer qu'elles avaient des compétences à la fois pour construire leur propre parcours et a fortiori pour construire les projets et les politiques territoriales qui vont en santé mentale sur un territoire. Et donc, c'est véritablement un tournant que nous prenons aujourd'hui sur les territoires en permettant aux personnes concernées, en s'obligeant à associer les personnes concernées de manière systématique à tous les projets, toutes les réflexions, toutes les politiques que nous menons en santé mentale. Et quand je dis leur permettre de participer, il s'agit bien de leur permettre autant que possible d'être en situation de co-construction et de co-décision, et ne pas juste émettre un avis consultatif dont on tiendrait compte
ou pas, hein, ce qui est souvent ce qu'on connaît en France dans les politiques de démocratie sanitaire, où on est uniquement sur des avis. Quand on préparait, vous m'avez parlé, moi j'ai trouvé ça intéressant, de la contribution des personnes concernées à l'élaboration du PTSM dans le Rhône. Peut-être que vous pouvez dire un mot déjà de qu'est-ce que c'est que cet outil PTSM, qui est quand même un outil qui est important de connaître, et comment vous avez associé les personnes concernées dans ce cadre. Oui, alors le PTSM, c'est un outil qui est né de la loi de santé de 2016, qui est un outil de territorialisation de la politique de santé mentale. Alors la loi a dit que sur chaque territoire d'une certaine taille, d'une taille suffisante, en l'occurrence pour lever le voile rapidement, il s'agit en général du territoire départemental, les acteurs de santé mentale, les acteurs de terrain de santé mentale, devaient se réunir et s'organiser pour co-construire un projet d'amélioration des réponses en santé mentale, projet qui doit répondre à un certain nombre de priorités de santé publique, dont l'orientation rétablissement fait partie. Alors, c'était pas forcément, même si l'empowerment est une des priorités de santé publique que doit respecter chaque PTSM, c'est vrai que l'association directe des personnes concernées à un niveau de codécision n'était pas forcément quelque chose d'inscrit comme ça dans les textes qui régulent les PTSM. Et sur notre territoire, on s'est trouvé face à des acteurs très volontaristes et très convaincus que co-construire avec les personnes, et pas uniquement entre professionnels, comme on a eu coutume de le faire pendant le temps, et ça répondait à ce qu'on pensait être légitime jusqu'à récemment, que être à ce niveau de co-construction, ça allait apporter plus de pertinence, en fait, dans les réponses. Parce que finalement, qui d'autre que les personnes elles-mêmes peuvent dire si les réponses qu'on conçoit sont adaptées ou pas à ce qu'elles jugeraient bon pour elles-mêmes. Et donc, dans notre PTSM, on s'est lancé ce pari, en fait, véritablement, de donner une place sur un pied d'égalité aux personnes concernées. Et ça n'a pas été simple, parce que, en fait, l'organisation des personnes concernées en santé mentale en France, elle est jusqu'alors assez faible, parce qu'on n'a pas eu de très gros mouvements des usagers, à l'instar de ce qui a pu être connu dans d'autres pays, notamment des pays anglo-saxons. Et donc, il a fallu la construire, finalement, cette participation des usagers, et aller chercher les usagers là où ils étaient, dans le système de soins, dans les structures sociales, médico-sociales, et les convaincre qu'elles avaient des choses à dire, et que nous étions en mesure et en volonté de les entendre. Donc, ça n'a pas été simple, parce que c'était la construction d'un groupe social, et construire, permettre à un groupe social de se construire, ça ne va pas sans péripéties, parfois. Mais au final, c'était un pari vraiment, vraiment réussi, parce que ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que cette participation des personnes concernées, qui se sont vraiment, pour le coup, empowerées, qui se sont saisies de cette occasion donnée de s'exprimer, ça leur a permis d'exprimer de vraies propositions qui, pour certaines, n'étaient pas complètement convergentes avec ce qu'aurait souhaité, en tout cas avec la représentation qu'avait une grande partie des professionnels. Par exemple, je vais vous donner un exemple vraiment criant, c'est l'exemple de la pérédance. Nicolas Franck a commencé à en parler tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce qu'est un père aidant, donc je vais peut-être donner une définition très, très rapide. Un père aidant, c'est un nouveau professionnel, c'est un nouvel acteur en santé mentale qui émerge très fortement depuis quelques années. Et c'est une personne concernée à titre personnel par un trouble psychique ou neurodéveloppemental, et qui a réussi
à partir de son expérience de la maladie, mais surtout à partir de son expérience du rétablissement, à construire des savoirs et des compétences qu'elle va mettre à disposition d'autres personnes souffrantes pour les aider elles-mêmes à construire un parcours de rétablissement. Et donc les pères aidants, ce sont des professionnels, ce sont de nouveaux professionnels, c'est un métier qui n'est pas encore codifié, mais qui est en émergence, et qui travaillent dans les équipes pluriprofessionnelles aux côtés des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, etc., pour aider les personnes en difficulté psychique. Et ça amène vraiment un changement de regard complet. Parce que le père aidant, lui, il personnifie le rétablissement, il personnifie le fait que avoir une pathologie psychique, c'est pas une condamnation. Et qu'on peut avoir une vie parfaitement épanouie de cette manière-là. Merci beaucoup. Et donc, voilà, pardon. Je ne sais plus d'où la question était partie, mais effectivement, du coup, oui, voilà, c'était sur le en quoi la participation des personnes concernées a permis d'aller plus vite et de vaincre les réticences de professionnels par rapport à certains éléments. Et typiquement sur la pérédance a été complètement revendiquée par les personnes concernées, alors qu'à l'époque, c'est vrai que chez les professionnels des différents champs de la santé mentale, ça paraissait encore un peu compliqué. Et ça a permis vraiment, cette revendication des personnes concernées a permis de lever beaucoup d'a priori un petit peu, pas forcément négatifs, mais en tout cas de crainte qu'il y avait vis-à-vis de la pérédance chez les professionnels et véritablement d'accélérer sur le territoire le déploiement de la pérédance. Merci beaucoup Céline. Je vais me tourner vers Benoît parce que dans les acteurs de la santé mentale, il y a la place du médecin généraliste qui est quand même vraiment très importante. C'est lui le premier médecin auquel on s'adresse souvent pour les pathologies mentales. Je voulais que tu nous partages un peu ton regard sur le rôle du médecin généraliste et éventuellement son articulation avec les autres acteurs, et aussi qu'est-ce que tu penses de la formation des médecins généralistes en santé mentale? Est-ce qu'elle te semble suffisante aujourd'hui? Je t'ai mis toutes mes questions en même temps. Ouais, non mais c'est pas grave. Sur le papier, effectivement, le médecin généraliste, c'est le premier recours pour tous les problèmes de santé, donc notamment de santé mentale. En pratique, dans le quotidien, effectivement, c'est ce que vous disiez, la psychiatrie, notamment, c'est beaucoup intéressée aux troubles psychiques sévères. Et du coup, ce qu'on voit beaucoup en médecine générale, c'est-à-dire ceux qui vont moins avoir accès parce qu'il y a des problèmes de place et de disponibilité et de rendez-vous, ça va plutôt être les pathologies, les troubles dépressifs, qui ne sont pas à un stade extrêmement sévère, ou alors les pathologies anxieuses qui ne sont pas à un stade extrêmement sévère. Donc nous, c'est notre quotidien en termes de pathologie, entre guillemets, psychique. Et puis après, évidemment, en fait, ce qu'on voit énormément, c'est toute la souffrance liée au travail, qui est un autre gros domaine qu'on accueille beaucoup en médecine générale. Sur la formation des médecins généralistes, non, en fait, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise parce que en fait, c'est des choses qu'on aborde peu, en fait, ces choses-là dans le tronc commun des études médicales, du point de vue des savoirs. Et il y a quelques enseignements ensuite en troisième cycle, c'est-à-dire dans la spécialité médecine générale, mais qui sont plutôt portés sur l'approche globale, la communication, etc. Il y a peu de choses qui sont spécifiques à quel type d'accompagnement, quel type de soins on peut proposer à des personnes en souffrance psychique. Et c'est pour ça en fait que moi j'ai fait en fait une formation en thérapie cognitivo-comportementale, c'est que je vivais au quotidien dans ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir répondre à une grande partie des situations que je rencontrais en tant que soignant. Et je pense que c'est un sentiment d'impuissance qui est largement partagé par mes collègues. Comment? J'entends souvent dire, alors que les questions de santé mentale, c'est le premier motif de consultation en médecine générale aujourd'hui. Oui,
Ouais, c'est assez délirant qu'il n'y ait pas plus de formation. Et puis, il y a aussi, enfin là, nous, on a cette chance exceptionnelle là, que je vous racontais avant, mais globalement, le maillage, il est quand même pas terrible. Là, je travaillais avant à Saint-Denis, par exemple, donc le CMP était un petit peu éloigné, et puis c'était un CMP qui était assez en souffrance au niveau de ses effectifs, etc. Donc, on avait peu de liens, peu de coopération. Il n'y avait pas énormément de psychologues sur le secteur et notamment, bah, pareil, pareil que pour la médecine générale, les psychologues étant pas conventionnés, ils sont pour la plupart pas remboursés. Et donc, le secteur où je travaillais avant, bah, il n'y en avait aucun qui était dans mon parcours psy. Bref, et du coup, nos interlocuteurs, en fait, en santé mentale, eh bien, ils sont souvent assez éloignés. On a rarement des liens très privilégiés. Euh, Soit parce que bah, il y a des psychologues qui sont très disponibles, mais il y a un obstacle financier. Et donc, nous, par rapport à la population qu'on accueille, souvent, c'est un obstacle à la santé, ce coût-là. Ou bien parce que c'est d'autres acteurs, des acteurs hospitaliers ou des acteurs comme le CMP. Mais quand on n'a pas eu l'opportunité de créer ce lien privilégié, de se rencontrer et d'avoir un outil de travail en commun, eh bien, effectivement, c'est plus difficile de construire des alliances. Nicolas Franck, je pense que vous voulez réagir parce que c'est un sujet que vous avez travaillé, vous aussi, l'accessibilité aux soins psychiatriques. Oui, tout à fait. Bah, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai pris la responsabilité du pôle centre-rive-gauche. C'était il y a presque 4 ans, 1er janvier 2020. Et en plus, on s'est retrouvé dans une crise avec un confinement et puis une santé mentale de la population qui était très dégradée. Donc c'est pas ça, c'est pas la crise qui m'a fait créer un centre d'accueil assez accessible, enfin très accessible. C'était simplement le fait, enfin la constatation que le système d'accès par les CMP ça fonctionnait pas. Je l'avais déjà prévu dans le projet de pôle, mais ça a accéléré le calendrier de se retrouver avec la population complètement déconcertée, fermée à la maison et en souffrance. Donc en fait, là, on parle du centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation. Il y a peut-être des diapositives, je ne me souviens plus si j'en avais mis là-dessus. Non, on n'a plus de diapos là, du coup, on avait Ah bon, prévu. d'accord, bah, je vous le décris comme ça, alors pas Ouais. de souci. Donc en fait, c'est un centre qui permet d'accéder à une consultation psychiatrique dans les quelques jours qui suivent la demande sans aucun filtre. Et ça, c'est bien pour la population parce que ça permet pas que ce soit simple, ça fait une porte d'entrée territoriale. Le territoire de santé, c'est 3 arrondissements de Lyon, 250 000 habitants. Pour ce KDO-là, centre d'accueil d'évaluation et d'orientation, c'est 3e, 6e et 8e arrondissement. Donc c'est bien pour la population parce que c'est facile, ça déstigmatise la psychiatrie, les structures de santé mentale. C'est bien pour les professionnels parce que c'est intéressant, les professionnels de santé mentale, et c'est bien pour les médecins généralistes parce que s'ils sont en difficulté avec un patient, dans les quelques jours, ils ont un retour diagnostic, thérapeutique, avec un courrier. Et cette structure fédère le réseau des généralistes du territoire de santé avec des RCP ou plutôt des discussions interdisciplinaires qui ont lieu une fois par mois en visio pour des cas difficiles. Donc, c'est vraiment l'idée de faciliter l'accès à un psychiatre, aucun filtre, hein, il n'y a même pas besoin d'un courrier. Évidemment, c'est mieux si on a un courrier du généraliste, d'un psychiatre ou de quelqu'un d'autre, mais c'est en tout cas pas un critère pour éviter de mettre des barrières. Parce que ce qui nuit en France, c'est toutes ces barrières, ces dossiers à remplir, etc. Là, il n'y a rien du tout. Si on a envie de remplir l'auto-évaluation sur la santé mentale, anxiété, dépression, bien-être, etc., on peut le faire, toxique, etc., on peut le faire, mais c'est pas obligatoire. S'il y a un courrier, tant mieux, mais c'est pas obligatoire. Et quoi qu'il arrive, on demande par téléphone ou physiquement un rendez-vous avec un psychiatre et on l'a. Et donc ça a commencé le 3 juin 2020 avec un petit effectif purement médical, puis ça s'est accru, l'effectif s'est accru avec l'aide de l'ARS pour un poste de psychologue. Donc maintenant, il y a un temps plein de psychiatres, quelques internes qui viennent apprendre la psychiatrie parce que c'est bien pour eux et ça attire beaucoup les internes sur ce pôle et à Lyon aussi. Il y a 2 infirmiers et puis un temps plein de secrétariat. Et avec ça, on arrive à voir environ 1000 personnes par an. À mon avis, ça va augmenter. Et parmi ces personnes qu'on voit, il y a des personnes qui sont simplement en crise psychologique, qui ont une interrogation sur leur santé en général. Ça, c'est assez facile. Ça peut être réglé par de l'auto-soin ou simplement une consultation pour rassurer. Il y a des personnes qui ont des troubles plus sévères, qui ont besoin d'aller chez le psychologue privé. Mon parcours psy peut aider un petit peu, mais pas beaucoup, parce que c'est évidemment insuffisant pour des prises en charge un petit peu plus consistantes. Ça peut être orienté vers le généraliste, avec des indications sur le diagnostic et la prise en charge, bien évidemment. Et parfois, c'est le généraliste qui envoie, donc là, c'est juste un retour. Et puis parfois, c'est des troubles plus sévères ou de futurs troubles plus sévères, c'est-à-dire des états mentaux à risque. Comme on screen beaucoup de monde de la population, du territoire de santé, on voit aussi des gens qui, si on ne les avait pas rencontrés tôt, dans leur parcours de dégradation, seraient entrés dans une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Donc en fait, on leur donne des chances
on évite que les choses qui sont encore un peu tabous en France ne s'aggravent avec finalement un diagnostic qu'on ne veut pas voir, des difficultés qu'on ne veut pas voir, et puis on en arrive finalement à faire intervenir les pompiers, la police, et à amener la personne aux urgences. Donc cette structure-là, elle est extrêmement importante. Et moi, je propose qu'on la labellise et qu'on la diffuse en France. Et le modèle qui est proposé, c'est de la rattacher au secteur de psychiatrie générale, de la financer par la dotation annuelle de financement, enfin l'évolution avec la réforme du financement de la psychiatrie, mais ça pourrait être autre chose. En tout cas, l'idée, c'est une porte d'entrée territoriale dans les structures, les dispositifs de santé mentale, et simplement même une porte d'entrée territoriale dans l'interrogation qu'on peut avoir sur sa propre santé mentale. C'est ça le modèle. Et cette structure-là, elle devient une spécialiste du réseau, parce qu'elle sait très bien où adresser les personnes pour avoir telle ou telle prestation. Donc je défends beaucoup ça. Et parmi les 1000 personnes qu'on voit en moyenne, on en réoriente 750 vers les psychologues libéraux, les généralistes, les psychiatres libéraux, les associations diverses et variées, etc., etc. Et 250 qui ont des troubles plus sévères ou potentiellement sévères vont aller vers le secteur de psychiatrie générale. Donc, au lieu d'avoir un CMP aux abonnés absents qui donne aucun rendez-vous à 3-6 mois pour parfois, au bout de 6 mois, dire on ne peut pas s'occuper de vous, là, tout de suite, on voit les gens, au moins une fois, et puis on leur dit, bah, effectivement, vous ne relevez pas du secteur, mais allez là, et cette structure-là, ce professionnel-là va s'occuper de vous. Donc, c'est vraiment un bond en avant dans l'accès aux soins et la qualité des soins, finalement. Donc, ça a été... Ça donne de l'espoir de se dire qu'on peut, dans certaines conditions, organiser une prise en charge rapide, d'expertise et qui après peut déboucher sur un parcours de soins qui va être organisé. C'est finalement aussi un des problèmes qu'on rencontre très fréquemment. Je me permets d'aborder une question qui a été posée dans le chat sur le rapport avec les CPTS. Est-ce que parce que là c'est le sujet du territoire aussi, par exemple 368, il y a plusieurs CPTS. À Bronte, il n'y a pas de CPTS encore, Benoît, je crois. Est-ce qu'il y a un travail qui peut se faire avec les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé? Ce sont les professionnels qui s'organisent entre eux sur un territoire, je précise. Et c'est très précieux pour nous. Avant, on s'appuyait uniquement sur le CLSM, Conseil local de santé mentale, avec une coordinatrice qui, par chance, pour mon territoire de santé, est la même pour les 3 arrondissements. Mais ça, c'était déjà quelque chose, mais ça ramait un petit peu pour fédérer les généralistes en particulier et puis les autres professionnels. Là, on a une CPTS qui est déjà bien construite sur le 8e arrondissement qui fonctionne bien et on a pu faire des réunions avec les généralistes, on a pu faire des formations diverses et variées. Et franchement, oui, c'est un bénéfice très important. Je crois que dans le 6e, ça se constitue, dans le 3e, c'est pas encore là. Pas encore, oui. Mais ça va venir. J'ai vu aussi dans les CPTS, moi j'ai vu finalement ce qui se passe parfois, c'est que quand ça marche bien, les psychiatres peuvent réserver des créneaux un peu urgents pour leurs collègues généralistes. Et parfois, en fonction de ce qu'ils voient, ils reviennent vers les collègues en disant « Ah ben dans ce que j'ai vu, je peux vous proposer une formation ». Et du coup, il y a du feedback entre professionnels et c'est apprenant entre professionnels. Parce que très souvent, moi j'entends des généralistes très désorientés en se disant « J'ai même peur dans mes prises en charge ». Et j'ai besoin de soutien, et ce soutien peut se construire dans la CPTS aussi. Si je peux me permettre de réagir, oui, effectivement, lorsqu'on a commencé à élaborer les PTSM sur le territoire français, les CPTS c'était vraiment encore, enfin, elles existaient sur le papier dans la loi, mais elles n'étaient pas encore structurées. Et on y a vu vraiment une formidable opportunité pour nos parcours de santé mentale, parce que notre enjeu, c'est vraiment de faire collaborer les acteurs entre eux. Et c'est vrai que tant que la médecine de généraliste, la médecine générale et les soins primaires n'étaient pas structurés en collectif, c'est vrai que c'était très très compliqué de réussir à mener des projets avec un nombre d'acteurs généralement extrêmement important. Et les CPTS représentent, permettent vraiment d'avoir un interlocuteur unique, une porte d'entrée unique vers la médecine générale et les autres professionnels du soin primaire sur un territoire. Et c'est vraiment un outil formidable pour nous en santé mentale pour réussir à construire des coopérations et réussir à construire des parcours véritablement coordonnés. Donc, on ne peut vraiment que se féliciter de cette politique publique de création des CPTS. Et donc, les CPTS contribuent énormément à la réalisation des projets territoriaux de santé mentale.
Alors, on s'approche lentement mais sûrement de la fin de notre webinaire. Je vais proposer un petit mot de conclusion d'abord pour vous remercier vraiment tous les trois du partage que vous avez fait, de vos expériences. Moi, je suis touchée par la capacité d'agir des acteurs locaux qu'on voit au travers de vos prises de parole. Je trouve que ça donne de l'espoir de se dire que localement, les acteurs peuvent s'organiser pour faire des propositions qui font sens, et on voit ces boucles d'amélioration dans un domaine qui, ma foi, on sait que il y a énormément de tensions dans l'accès aux soins en santé mentale aujourd'hui, mais qu'il y a aussi des solutions qui peuvent se construire et qu'elles peuvent se construire aussi très largement localement, comme on l'a vu ce soir avec l'exemple lyonnais. Je fais un petit peu de chauvinisme lyonnais ce soir. Merci vraiment encore à tous. Merci à nos auditeurs. Je ne sais pas si Pierre Mayer veut dire un petit mot de conclusion. Mais tout à fait, cher Emmanuel. Ne serait-ce que pour vous remercier beaucoup d'avoir animé ce webinaire. On a tenu les délais, mais on aurait pu évidemment être beaucoup plus long et on a fait parfois qu'effleurer, et c'est tout à fait normal, les différents sujets. On pourra d'ailleurs les reprendre. On a le sentiment de ne pas avoir épuisé le sujet. On repart avec l'idée que la nature, la marche et le chant des oiseaux sont absolument essentiels. Moi, j'ai appris beaucoup de choses lors de ce webinaire. J'espère que c'est le cas pour l'ensemble des auditeurs. Je remercie donc une nouvelle fois Emmanuel, les intervenants. Je fais un petit salut amical à mon camarade Gilles Nézosi, qui porte avec moi cette chère protection sociale et territoire. Et pour aller dans le sens effectivement du mot d'Emmanuel, c'est toujours ce qui nous intéresse dans cette chaire finalement, c'est à chaque fois voir comment localement, au fond, il y a effectivement des réponses qui sont proposées par les acteurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui doit être mis aussi en exergue. J'en profite également pour remercier les équipes techniques de l'EN3S, pour remercier Jeanne Deveau et Martine Huillon à la Fondation de Sciences Po Lyon, et puis enfin de remercier nos financeurs sans lesquels nous ne pourrions pas faire ce webinaire. En ce moment, c'est la CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale, c'est la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et c'est la Banque des territoires, groupe Caisse des dépôts et consignations. Voilà, j'en ai fini, donc merci à tous les participants et merci à tous les participants futurs qui pourront regarder ce webinaire qui restera bien évidemment disponible de manière gratuite sur l'ensemble des réseaux. Merci à vous, bonsoir. Bonne soirée. Merci pour votre invitation, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt.